Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliette Kep, je suis journaliste et je suis la cofondatrice de VER, qui est un média d'actualité en ligne sur l'écologie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les locaux du Centre des jeunes dirigeants, le CJD, à Paris, alors que la semaine de l'épargne salariale vient de se clôturer le 31 mars dernier. Celle-ci était organisée à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers, de la Direction générale du travail, de l'Association française de la gestion financière et de la finance pour tous. Sa vocation, peut-on lire sur le site internet de l'événement, est d'offrir aux salariés et aux entreprises une information objective, pédagogique et pratique afin de se poser les bonnes questions. Alors, se poser les bonnes questions, justement, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui avec Antoine Laurent. Bonjour Antoine, responsable plaidoyer France de Reclaim Finance. Reclaim Finance est une organisation non gouvernementale qui milite pour mettre la finance au service du climat. Bastien Cuc, membre de Pour un réveil écologique, un collectif qui a pour ambition de mettre plus d'écologie dans la formation des étudiants et dans les entreprises. Mélanie Tisserand-Berger, présidente du Centre des jeunes dirigeants, un mouvement d'entrepreneurs engagés et humanistes qui veut mettre l'économie au service de l'homme et du vivant. Anne Lecor, cofondatrice du Printemps écologique, le premier éco-syndicat qui a vocation à repenser collectivement notre façon de travailler et de produire. Et enfin, Quentin Bordet, cofondateur des collectifs. C'est un collectif de salariés qui veut transformer l'entreprise de l'intérieur. Aux côtés du mouvement Impact France, qui n'est pas représenté aujourd'hui, vous avez toutes et tous publié le 27 mars un manifeste pour mettre l'épargne salariale au service du climat, ainsi qu'une tribune qui est parue dans le journal Le Monde. Alors on va en parler de ce manifeste, mais d'abord, Anne Lecor, pour que l'on comprenne bien de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'épargne salariale ? Oui, absolument. Merci pour la question. Alors, on a publié cette tribune et on amène un chiffre aussi assez important, c'est 158 milliards d'euros d'épargne salariale qui sont aujourd'hui gérés par des fonds. L'épargne salariale, qu'est-ce que c'est? C'est une solution d'épargne collective. Donc, on la distingue un petit peu en deux catégories. Il y a d'abord l'épargne salariale liée à la participation, qui va être en fait un système de redistribution des résultats et enfin, des bénéfices de l'entreprise. Et la deuxième partie qui va être plutôt sur l'intéressement et donc qui va être non obligatoire. La première étant obligatoire, la deuxième ne l'étant pas, et qui va être plutôt sous forme de primes liées à la performance de l'entreprise. Donc, important de le mentionner, la performance de l'entreprise financière et potentiellement non financière. L'idée, c'est justement que cet argent soit récupéré par le salarié, soit placé dans un fonds. Et il y a notamment certains avantages fiscaux à les placer dans un fonds, c'est-à-dire que c'est exonéré notamment par la taxe sur le revenu, etc. Bastien Cuc, pourquoi c'est un sujet important l'épargne salariale aujourd'hui ? Merci. Oui, effectivement, l'épargne salariale, aujourd'hui, c'est un trésor qui est gigantesque. On a dit 158 milliards d'euros. Il y a des chiffres aussi qui nous donnent encore un peu plus, 160, 162, 167. Ça dépend un peu quel fonds on prend en considération, quelle année on se place. Et c'est chaque année des milliards d'euros. Je crois que c'est entre 10 et 20 milliards d'euros qui sont placés par différents moyens sur les fonds d'épargne salariale. Cet argent, c'est une somme immense qui est petite par rapport à l'ensemble de l'épargne, mais qui est quand même suffisante à financer tous les besoins en financement de la transition écologique aujourd'hui. Donc quand on réfléchit de manière globale, quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire pour orienter notre société vers un monde plus écologique, plus soutenable, cet argent, c'est un argent dont on ne peut pas ignorer, quoi, dont on ne peut pas se passer. Et ça, Reclaim Finance a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, cette masse d'argent qui est gigantesque, qui est une des épargnes les plus communément répandues parmi les Français, hein, c'est 12 millions de Français qui en bénéficient aujourd'hui, qui ont ce genre d'épargne. Aujourd'hui, elle est très mal utilisée. On a une part très faible de cette épargne qui est utilisée vers des projets qui financent la transition écologique. Ça, c'est triste. Et en fait, nous, en tant que pour un réveil écologique, quand on réfléchit à nos choix de carrière en sortant de nos écoles, on se demande dans quelle entreprise on va travailler et selon quelle modalité. Et aujourd'hui, cette épargne salariale, c'est un complément de rémunération qui n'est pas négligeable pour une grande partie des salariés. Et surtout, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette épargne. Cette épargne, aujourd'hui, elle est gérée par des fonds qui sont conventionnés par les entreprises, qui sont choisis par elles et qui échappent
en grande partie au contrôle des salariés. C'est-à-dire que les salariés ne savent pas vers quoi va cette partie de leur épargne. Et on voit avec le succès d'applications comme Rift, par exemple, qui propose à chacun de s'interroger sur ce qu'on fait de son épargne, à quel point elle pollue, quel impact elle a. On voit que chacun, en tant que citoyen et donc aussi en tant que salarié, s'interroge sur le rôle de son épargne. On va en parler effectivement de ce qu'on peut faire en tant que salarié pour s'y intéresser. Avant ça, Antoine Laurent, donc on l'a compris, l'épargne salariale, ça fait beaucoup d'argent. Par qui est-ce qu'il est géré cet argent et pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre l'épargne salariale et le réchauffement climatique? L'argent est géré par ce qu'on appelle des gestionnaires d'actifs, qui sont en général des filiales de grandes banques. En France, le marché de l'épargne salariale, qui représente donc près de 160 milliards, il est réparti grosso modo à 80% sur 4 gros gestionnaires d'actifs français, dont un particulièrement qui a quasiment la moitié du marché, qui s'appelle Amundi, qui est une filiale de Crédit Agricole. Les autres étant la filiale de BNP Paribas, une autre de filiale d'AXA, et une autre qui s'appelle Natixis IM, qui est une filiale du groupe BPCE rattachée à la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Et ces grands gestionnaires d'actifs, qui, bon, par ailleurs, gèrent tout un tas d'autres centaines de milliards à travers les autres produits d'épargne qu'on peut avoir ou les autres produits d'investissement, comme disait Bastien, ont généralement l'habitude d'investir dans tous les secteurs de l'économie, y compris sans discernement, y compris des secteurs qui peuvent aller totalement à l'encontre de nos objectifs climatiques, notamment dans les énergies fossiles, qui sont de loin les secteurs les plus polluants et les plus problématiques aujourd'hui. Et donc il y a un enjeu, et c'est là le lien à faire entre épargne salariale et climat, il y a un enjeu à ce que cet argent, qui au-delà d'aller investir dans les besoins de la transition écologique, pourrait potentiellement être quasiment satisfait grâce à ces 160 milliards, d'éviter que cet argent parte dans des projets totalement climaticides, comme les nouvelles mines de charbon, comme des centrales à charbon, comme des plateformes pétrolières, etc. Tout cet argent représente, investi dans les énergies fossiles, c'est près de 26 milliards d'euros en septembre 2022. Voilà, c'est un chiffre que vous avez sorti chez Reclaim Finance qui m'a beaucoup interpellée. Quentin Bordet, pourquoi est-ce que c'est compliqué pour un salarié aujourd'hui de savoir où est-ce qu'il met son épargne et comment est-ce qu'il fait pour savoir que ça ne participe pas finalement à l'investissement dans les énergies fossiles? Alors c'est compliqué parce que c'est un peu l'illustration de quelque chose de systémique. C'est-à-dire que l'épargne salariale, au global, on en a parlé, ça fait 160 milliards d'euros d'encours, 19 milliards de collecte en 2022, donc c'est en effet assez pour couvrir les besoins annuels en investissement pour une stratégie à 2 degrés. Et en fait, tout ça, c'est explosé, c'est atomisé dans toutes les décisions des 400 000 entreprises qui mettent en place des plans d'épargne salariale. Donc, d'un point de vue d'un salarié, il y a en effet des sujets de est-ce que les personnes sont assez formées, enfin, c'est quand même compliqué, les sujets de finances durables, il y a un coût d'entrée assez fort. Il y a un sujet de... on regarde comment l'épargne salariale fonctionne, en effet, il y a des gestionnaires d'actifs, mais du coup, il y a aussi 400 000 décisions d'entreprises qui décident avec qui ils vont travailler pour l'épargne salariale. Donc, c'est 400 000 décisions, et à la fin, le salarié, il a accès à 2, 3, 4, 5, 6 fonds. Donc déjà, il y a un choix très très restreint en tant que salarié sur là où on peut placer son argent, enfin son épargne. Et après, je pense qu'il y a encore d'autres freins quand on essaie de comprendre comment c'est fait dans le monde comment ça se passe, ces décisions dans le monde de l'entreprise. On est sur des contrats qui peuvent être d'un an ou de plusieurs années. Les personnes qui décident des contrats d'épargne salariale, il y a le CSE en effet qui est impliqué, mais c'est des décisions qui ne se prennent pas tous les jours, il y a une certaine temporalité. Donc voilà, il y a tout un peu pas l'informel, mais il y a l'informel et le formel des décisions d'entreprise. Et c'est pour ça qu'avec les collectifs, on trouve que c'est une super illustration d'une action qui pourrait se passer partout à un niveau très local et qui a un impact global. C'est parce que ces décisions, elles sont très très spécifiques au contexte local. Donc pour un salarié, il y a un sujet de montée en compétences, il y a un sujet d'accès à l'information et il y a un sujet de comment est-ce qu'on peut influer ces décisions qui sont systémiques. Mélanie Tisserand-Berger, pourquoi est-ce que c'est compliqué aujourd'hui pour un dirigeant de proposer un plan d'épargne salariale responsable? Est-ce qu'il n'a pas toutes les manettes, le dirigeant? Eh ben, normalement, oui, il sait tout, sur absolument tout. Il a la réponse puisqu'il a été extrêmement formé, y compris sur ces sujets-là. Non, bien évidemment, non. On n'est pas formé là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué. On n'a pas les informations.
Et en fait, il y a à un moment donné un lien de confiance qui s'instaure avec des gestionnaires d'actifs où on dit bah, nous, on voudrait investir dans des choses qui sont qui vont pas à l'encontre des enjeux climatiques. Et en fait, on nous propose des fonds qui sont, on va dire, partiellement en greenwashing. Parce qu'on se rend compte en creusant, mais alors, il faut être quand même déjà sacrément motivé pour aller comprendre comment les fonds sont constitués. Et alors nous, on a fait l'expérience. Au CJD, on a un plan d'épargne salariale, donc au sein de l'association. Et on est allé voir comment ce fonds était composé. Alors déjà, pour commencer, on n'a pas trouvé l'information. Ensuite, on est allé demander à notre gestionnaire de fonds, qu'on n'a pas réussi à avoir. Bon, voilà. Et puis, on a continué à creuser. Et finalement, il me semble que c'est Reclaim Finance qui nous a aidés à comprendre comment ce fonds était composé. Et on s'est rendu compte que dans ce fonds, je crois qu'il y avait 70%, donc un fonds qui était censé être un fonds plutôt vert, hein, responsable. Il y avait 70% ou 50% qui partaient sur des entreprises avec, qui étaient climaticides, quoi. Donc là, c'est quand même hyper questionnant. Donc ça veut dire on n'a pas, nous, l'information quand on va placer ces fonds, donc de la même façon que les salariés, et on n'est pas formé non plus pour ça. Et puis, il y a clairement un manque de loi. Il faut que ces fonds soient clairement identifiés comme des fonds verts et qui répondent à des exigences qui soient extrêmement fermes et contrôlées, vraiment. Effectivement, et pour tenter justement de remédier à ce manque de transparence, à ce manque d'information aussi, vous avez publié donc un manifeste avec le mouvement Impact France également, un manifeste pour mettre l'épargne salariale au service du climat. Alors Antoine Laurent, qu'est-ce qu'on trouve dans ce manifeste? Quels sont les points principaux? Il y a effectivement un premier volet. Alors déjà, c'est un manifeste qui est adressé par les signataires pour que les directions d'entreprise, les collectifs de salariés, que ce soit les syndicats ou les collectifs au sens large, pardon, mais les syndicats ou les collectifs au sens propre, puissent se saisir du sujet et s'impliquer davantage dans les organes de gouvernance existants à travers l'épargne salariale. Donc il y a différents niveaux de gouvernance. Quand un plan d'épargne salariale est élaboré entre la direction et les salariés avec l'aide du gestionnaire d'actifs, qui vont donc constituer ce panier de fonds et puis régler toutes les modalités sur la manière de les gérer. Et puis à l'échelle des fonds eux-mêmes, chaque fonds, donc il y a un panier d'investissement, auquel plein d'argent est abonde. Chaque fonds va être géré par ce qu'on appelle un conseil de surveillance, dans lequel il y a aussi des salariés qui sont représentés et qui vont décider, en lien avec le gestionnaire d'actifs qui est mandaté pour le gérer, décider toute la politique d'investissement de ce fonds, les différents niveaux de risque, etc. Donc ça, c'est vraiment, genre, avec ce manifeste, c'est un appel à se sensibiliser au sujet, sur les enjeux de la transparence, que les salariés puissent être mieux informés de la façon dont leur épargne est utilisée, de potentiellement utiliser tous ces organes de gouvernance pour exiger aux gestionnaires d'actifs le respect de certaines règles en matière de politique d'investissement, donc de ne plus investir dans tel ou tel secteur, de mettre dans le plan d'épargne salariale uniquement des fonds, par exemple, d'avoir toujours un fonds à la disposition des salariés qui viennent choisir dans quel fonds ils veulent abonder, d'avoir toujours un fonds durable, par exemple, qui finance la transition écologique. La question étant, qu'est-ce qu'on met derrière et comment est-ce qu'on qualifie un fonds durable ou pas? Et c'est là où ça devient plus compliqué, parce que malheureusement, la réglementation est encore assez pauvre. Et on espère aussi qu'au-delà de ce manifeste, ce soit un appel plus général des dirigeants, des salariés, à ce que la loi change pour que le cadre réglementaire qui encadre soit ces outils de gouvernance, soit la transparence, ou même certaines règles de base que le droit exige dans la façon dont ces plans d'épargne salariale sont constitués, que la loi soit plus ambitieuse et permette effectivement de mobiliser l'ensemble de cette épargne au service de la transition, telle que l'ambitionne le gouvernement. Bastien Cuc, en tant que salarié, vous avez commencé à le dire un petit peu tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut agir, alors peut-être par rapport à ce manifeste, mais aussi de manière plus générale dans son entreprise quand on veut se mobiliser sur les questions d'épargne salariale? Oui, alors tout à fait. L'essentiel, je vais aller direct au but, l'essentiel de l'action va se faire par le biais des représentants et donc par les syndicats. Et donc ça, je laisserai Anne en parler plus en avant. Mais d'abord, la première chose à se faire, c'est de se rendre compte
qu'il y a une partie de notre épargne qui va nous être donnée par ces différents dispositifs dont on a parlé et sur laquelle on va avoir un contrôle seulement indirect. Alors la première chose à faire, c'est de comprendre comment elle est gérée et où est-ce qu'elle est investie. On l'a dit, il y a des fonds qui sont déjà proposés aujourd'hui à toutes les entreprises, à tous les salariés qui sont prétendus responsables. Aujourd'hui, la majorité des fonds comme ça sont des fonds 90-10. Alors, ce nom, il est trompeur. En fait, ça veut dire que 5% de l'épargne, en général, c'est entre 5 et 10, c'est tout le temps 5, est investi dans l'économie sociale et solidaire. Cette épargne, elle est très importante, hein, puisque l'économie sociale et solidaire, elle tire 60% de ses fonds de l'épargne salariale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les 95% restants, ils sont investis dans un label ISR qui est largement contestable, qui voilà, peut même financer des choses dont qu'on ne penserait pas voir dans un fonds responsable. Aujourd'hui, on nous propose de voilà, mettre à la place d'un seul fonds de ce genre-là proposé, mettre 2 fonds comme ça, 2 fonds à label dans ce qui est proposé aux salariés. C'est pas mal, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière les labels. Les labels, donc on l'a dit, il y a ce label 90-10 qui n'est pas terrible, le label ISR qui est aussi critiquable. Donc la première chose à faire, c'est de se renseigner sur voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière les labels qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut choisir soi-même de placer son épargne. Et après, le reste, ça va se voir dans les fonds de gestion, enfin dans les conseils de surveillance des fonds de gestion et à travers le biais des syndicats. Ça, je vais laisser. Quand abordé en tant que salarié, on peut aussi tenter de rejoindre un collectif, peut-être pour diffuser l'information. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à nous dire là-dessus. En tout cas, dans les collectifs du réseau, les collectifs, le collectif de collectifs, il y a plusieurs collectifs en fait, qui sont saisis du sujet de l'épargne salariale pour essayer d'aller pousser le sujet parce que ça les intéresse et parce qu'ils ont envie d'aller faire cliquer cette décision. Donc, on l'a dit, il y a 400 000 de ces décisions à les faire cliquer pour que le portefeuille et les fonds proposés en épargne salariale montent du coup en niveau de jeu pour la transition écologique. En effet, c'est une discussion qui se positionne. Vous avez des exemples, par exemple, d'entreprises, enfin, de salariés qui ont pu faire des actions en interne là-dessus? Alors, il y a des salariés qui ont sensibilisé en faisant des supports de formation ou de clarification qui sont ensuite partagés à d'autres personnes de l'entreprise pour leur expliquer qu'est-ce que l'épargne salariale, qu'est-ce que des fonds responsables, etc. Il y a ces collectifs de salariés qui ont lancé des discussions avec leur direction pour savoir quand est-ce qu'en fait le contrat va être renouvelé, pourquoi on a 6 fonds, on est allé regarder, il y a telle ou telle entreprise ou alors les fonds proposés nous vont pas. Enfin, en fait, c'est aussi à la main. Nous, ce qu'on défend beaucoup avec les collectifs, c'est que chaque collectif de salariés peut décider de son mode d'action en fonction de sa compréhension de la culture d'entreprise, en fonction de sa connaissance des personnes qui vont pouvoir être les personnes qui prennent cette décision, où dans l'entreprise, quand, etc. Parce qu'il y a un vrai savoir local. Et après, en tant que réseau de collectifs de salariés, il y a aussi du partage d'informations, de la sensibilisation à plus grande échelle, et ce qu'on a fait tous ensemble il y a 2 semaines, c'est-à-dire pouvoir faire émerger des sujets dans le débat public. Enfin, nous, vraiment, ce qu'on trouvait chouette avec ce manifeste, c'est de mettre un projecteur sur l'épargne salariale, qui est un sujet technique, un peu aride, qui restera encore aride pendant longtemps, mais on voulait vraiment mettre un coup de projecteur, parce que c'est 150 milliards d'euros, en effet. Et donc, voilà, donc il y a des actions très, très locales, et après, on peut faire des liens entre les différents collectifs de salariés ou avec les syndicats, puis avec d'autres organisations, et au global, faire un plaidoyer. Joindre l'individuel au collectif, c'est aussi ce qu'on peut faire en tant que représentant du personnel et en tant qu'élu syndical. Donc Anne Lecor, comment est-ce qu'on peut se saisir concrètement de l'épargne salariale quand on est au CSE d'une entreprise? Alors l'épargne salariale, à partir d'une certaine taille d'entreprise, plus de 50 salariés, déjà ça devient obligatoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plan d'épargne salariale doit être une négociation. Donc, en fait, l'entreprise ne peut pas prendre une décision unilatérale d'un plan d'épargne salariale. Donc, c'est une discussion forcément avec les représentants du personnel qui sont au CSE et les syndicats. Donc, c'est vraiment une discussion qui doit avoir lieu et c'est aussi ce qui va prendre place dans les négociations et notamment dans les négociations annuelles obligatoires, pardon, et qui sont notamment sur le partage de la valeur. Là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'épargne salariale, elle est très orientée sur, en fait, oui, aujourd'hui, on va espérer un maximum de retour de son épargne. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est, en fait, à quel point ça nous ramène de l'argent.
Donc, il faut savoir aussi que les fonds, c'est ce qu'ils vont proposer. En fait, ils vont essayer de s'aligner. Donc, ils vont mettre un petit logo ISR et puis dire que tout est vert, tout va bien. Et puis, ils vont dire, mais par contre, regardez, ça va vous ramener tant de pourcents. C'est finalement en ça que beaucoup de salariés vont aussi regarder, ce qui est complètement normal. Là, le sujet, c'est à la fois, donc, quand on est salarié, qu'on a envie de se poser ces questions-là et d'avoir, dans tous les cas, un impact sur l'engagement de son entreprise. Bon, moi, évidemment, j'engage à se syndiquer, mais aussi à se présenter aux élections professionnelles et siéger finalement au CSE, parce que c'est là où vous allez avoir l'information et pouvoir demander l'information. Et juste pour terminer, je pense qu'il y a à la fois une action à avoir pendant les négociations sur l'épargne salariale, mais aussi vis-à-vis des fonds. C'est-à-dire que le message qu'on peut envoyer quand on est au CSE avec les directions, c'est dire, en fait, le fonds, aujourd'hui, ne nous convainc pas. Votre offre, elle est caduque pour nous, elle ne nous convainc pas. Donc, essayez de travailler sur ce que vous nous proposez. Et vraiment avoir cette pression aussi vis-à-vis des fonds, en plus de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et qu'est-ce qu'on négocie concrètement quand on est représentant du personnel avec cet accord sur l'épargne salariale? Alors, on va négocier plein de choses. On va négocier la durée du contrat, on va négocier les conditions de versement. Il va y avoir tout un tas de choses. On va aussi négocier les temps de négociation. Quand est-ce qu'on peut renégocier? Enfin, il y a énormément de sujets. On peut venir aussi questionner les indicateurs financiers, extra-financiers, voire un petit peu venir questionner ça à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est principalement ça. Mais l'idée, c'est de visibiliser en fait les indicateurs qui sont importants pour nous. Mélanie Tisserand-Berger, tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous étiez intéressée justement à vos fonds, à vous, en tant que CDJ, CJD, pardon. En tant que dirigeant, qu'est-ce que je peux faire si je souhaite justement proposer des fonds qui soient meilleurs, parce que je suis convaincue et que ma stratégie aussi est orientée vers la préservation du vivant? Alors, je vais répondre de manière un peu plus globale à la question, parce que selon moi, il y a 3 axes majeurs de levier, enfin, il y a 3 leviers majeurs. Il y a un premier stade, on va dire, au niveau individuel, donc on en a parlé, et il y a, je crois, un besoin de rentabilité. Et c'est bien normal et on peut comprendre que voilà. Mais quand on met en face de cette rentabilité une notion climatique, là, ça prend encore un autre sens. Et donc, je pense qu'au niveau individuel, il y a une sensibilisation à faire, donc de la formation. Ensuite, il y a au niveau de l'entreprise. Et là, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est comment, en tant que chef d'entreprise, et entreprise et collectif, puisque c'est pas que le chef d'entreprise, hein, c'est donc un collectif, on l'a bien dit, on est en attente de choses. Donc nous sommes dans une démarche nous sommes des demandeurs. Et donc en face, on a des offreurs. Donc on est dans un système d'offres et de demandes. Et à partir du moment où la demande sera pressante sur avoir des fonds qui seront verts et qui seront durables, alors si on commence à tous demander des choses réellement éco-responsables, on aura des choses éco-responsables. Mais pour ça, il faut le demander. Donc, il faut le comprendre, il faut se former, etc. Et donc, deuxième niveau d'action. Et enfin, le troisième niveau d'action, il est au niveau, on va peut-être en parler après, il est au niveau de l'État et comment l'État régule ces fonds-là. Et alors, donc, il peut y avoir des mesures qui soient, comment on dit, coercitive, voilà. Mais il peut y avoir aussi des mesures incitatives sur les fonds verts. Plutôt que d'aller tabasser les fonds qui sont crades, on pourrait peut-être aussi aller mettre en avant les fonds qui sont verts. Et pour ça, je pense qu'on est capable de produire tout un tas d'idées extraordinaires pour promouvoir des idées. Donc ça peut être aussi un bon moyen. Et Antoine Laurent, donc qu'est-ce que c'est que la suite finalement de ce manifeste? Parce que là, on a parlé un petit peu du contenu, des freins, des leviers aussi à toutes les échelles. Qu'est-ce que vous comptez en faire à présent de ce manifeste? Je crois qu'il y a un enjeu déjà de le diffuser le plus largement possible, et que la Tribune dans le Monde a certainement bien contribué à cela, à sensibiliser au niveau des organisations et au niveau des individus, des salariés eux-mêmes et des dirigeants d'entreprise,
parce que je pense que, enfin là j'élargis un peu, mais je pense que sur les enjeux climatiques, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup chez Reclaim Finance, c'est ce qui anime beaucoup de nos journées, c'est que je pense que beaucoup de gens aimeraient agir, mais se rendre compte à leur échelle individuelle, c'est pas si simple. Or là, je pense que sur l'épargne salariale et plus globalement sur l'orientation de l'épargne des gens, alors tout le monde n'a pas une capacité d'épargne, mais quand même un paquet de gens en ont, il y a une capacité d'action qui est assez accessible et qui peut avoir un impact fort. Et donc, vraiment, le manifeste est là pour montrer une solution simple, pour traiter un problème complexe, qui peut être adopté par quasiment tout le monde, en tout cas la quasi-moitié des gens qui sont concernés par l'épargne salariale. Et après, comme je disais tout à l'heure, il y a effectivement un enjeu, au-delà d'une appropriation par l'ensemble des organisations professionnelles et patronales, etc., d'aller encore plus loin de ce qui est capable, ce qui est possible de faire dans le cadre du droit actuel, parce que malheureusement, même si tout le monde s'approprie correctement les organes de gouvernance et se sensibilise au sujet, on est un peu coincé par pas mal de choses. Les mesures incitatives, on dit souvent, et nous on est souvent confrontés à ça, malheureusement il y a une concurrence entre des investissements qui sont jugés durables quand ils le sont réellement et ceux qui continuent de financer des activités brunes, sales. C'est que malheureusement, encore aujourd'hui, les activités brunes sont ultra rentables, quand les activités vertes sont rentables, mais plus proches de zéro en termes de rentabilité que les brunes. Et donc, il y a un enjeu à faire à ce que l'État, par des mesures fiscales, par des mesures réglementaires, essaye de corriger ce déficit de compétitivité qu'ont les investissements durables par tout un tas de biais. Et ça passe par du fiscal et aussi par des nudges, par des trucs incitatifs, par exemple ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire que les gens, par défaut, se retrouvent à ce que leur argent soit orienté de la bonne manière, et puis s'ils le veulent, pour pas enfreindre la liberté de tout un chacun, que les gens, s'ils le souhaitent, s'ils veulent absolument financer les énergies fossiles, ils appuient sur le bouton et ils disent oui, je consens. Inverser la hiérarchie finalement des fonds. Puisqu'on a été très succinct et que vous avez été hyper succinct dans vos réponses, bravo, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table si vous avez des idées à ajouter et peut-être un petit mot de conclusion avant qu'on prenne, pourquoi pas, des questions du public. Je voulais juste du coup remettre aussi ce qu'on dit là sur le contexte, avec notamment un accord interprofessionnel national qui a été signé entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés, et dont en fait on a différentes options quand on a une épargne salariale pour débloquer cette épargne. Ça correspond notamment aux choix, aux grands événements de la vie, comme aiment à le dire les gestionnaires de fonds. Projet immobilier, un mariage, une naissance, voilà. Là, ils ont rajouté des conditions, donc notamment l'achat d'un véhicule propre pour le personnel, les personnes aidantes avec des personnes malades, et également des projets de rénovation thermique. Et donc les prochains sujets qui vont être abordés par ces organisations-là, c'est notamment la partie transition écologique et comment est-ce qu'on peut amener ces fonds vers la transformation écologique. Donc globalement, le message ici, c'est de dire en fait on est à un tout début d'une idée de plaidoyer vraiment, et en fait c'est le moment d'amener ces sujets-là sur la table, parce que là on entame un nouveau cycle de réflexion et d'action pour que en fait potentiellement le prochain accord interprofessionnel national soit vraiment orienté sur ces sujets-là. Donc je pense que c'est vraiment important qu'il y ait de plus en plus de place qui soit prise dans l'espace public sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Nous, effectivement, pour un AV écologique, notre message, notre collectif, il s'est fondé avec une idée claire, c'est celle de dire on ne travaillera plus pour des entreprises qui condamnent notre avenir. Ensuite, on l'a décliné, on a fait, évidemment, la première chose qu'on a fait, c'est de demander aux écoles desquelles on venait, qui sont souvent des écoles prestigieuses, de nous former à autre chose que des emplois qui sont voués à disparaître. Et aujourd'hui, et la raison pour laquelle on signe ce manifeste, ce plaidoyer avec toutes les autres organisations, dont beaucoup sont plus spécialisés sur les enjeux de négociation salariale, sur la finance. Nous, en tant que jeunes actifs ou que personnes qui allons devenir actifs, on se dit aussi, aujourd'hui, on ne financera plus les actifs qui ne vont pas dans le sens de la transition écologique. On ne veut pas que l'argent qu'on possède, que l'argent qu'on nous donne, il serve à des choses que l'on ne cautionne pas. Et il me semble que c'est important de garder à l'esprit que l'épargne, de manière générale, et en particulier l'épargne salariée, elle est réservée à une partie de la population.
elle n'est pas accessible de manière générale. Alors celle-ci, elle est relativement répandue, mais par exemple, la participation, quand on la touche, il faut faire le choix, soit on la prend directement, soit on l'épargne, on la place sur des plans avantageux. Évidemment, ce choix-là, il est déterminé socialement. Quand on n'a pas assez d'argent pour vivre, on ne va pas s'amuser à faire de l'épargne pour s'amuser, quoi. Et on ne va pas encore plus s'amuser à chercher à ce que notre épargne soit le plus propre possible. En fait, il faut qu'on se rende compte que quand on reçoit de l'épargne salariée, quand on en a une masse suffisante, on a avec nous une grande responsabilité. On voit que notre épargne peut polluer énormément. Et il est important que tout un chacun, et aussi et en particulier collectivement, on se rende compte de cette responsabilité, de cette partie qu'on ne voit pas, qu'on choisit de ne pas voir, et qu'on se dise, ok, ces revenus que je vais tirer de mon épargne, cette quantité d'épargne que j'ai placée quelque part, c'est pas de l'argent qui se multiplie, voilà, c'est pas de l'élevage de billets de 1 euro, quoi. Ce sont des actifs, ce sont des activités réelles, et il faut qu'on reprenne le contrôle dessus et qu'on choisisse ce qu'on en fait. Non, peut-être trois petites choses. Nous, les collectifs, notre but, notre mission, notre raison d'être, c'est transformer l'entreprise de l'intérieur. Et l'épargne salariale, du coup, c'est vraiment, conclusion, hein, c'est une illustration presque parfaite en fait de ce genre de sujet où ça a un impact systémique énorme et la décision et la prise de décision, elle est complexe et elle est explosée dans toutes les entreprises. Et donc, le premier point, c'est il faut, moi j'incite et j'ai envie qu'en fait tous les salariés qui se disent, en effet, comme tu le disais, cet argent-là, j'ai envie qu'il puisse financer le monde de demain, du coup à se saisir du sujet de l'épargne salariale. Et puis essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Je crois que ce que tu disais, c'était aussi très intéressant. Les dirigeants, ils se sentent aussi seuls. Donc c'est aussi un sujet sur lequel des salariés qui veulent s'engager, des dirigeants qui veulent faire bouger les choses, mais qui ne savent pas comment faire, peuvent aussi travailler ensemble. Et la prise de décision, elle est liée à une gouvernance qui est établie. Et il y a aussi tout le hors-gouvernance. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant avec ce sujet d'épargne salariale, c'est des systèmes qui sont souples. En revenant ici, l'épargne salariale est un système souple, mais comme tout ce qui est souple, ça veut dire qu'en fait, il y a plein de manières de faire cliquer les décisions qui ne sont pas déjà définies. Et quand on se dit qu'il faut changer l'épargne, il faut changer les entreprises, il faut changer le monde, ça veut dire qu'il va falloir aller inventer des solutions qui n'existent pas. Donc en fait, il faut utiliser aussi la souplesse de l'épargne salariale pour que telle entreprise décide de renouveler, de mettre telles conditions, de renouveler tous les X années le gestionnaire d'épargne salariale, de mettre telle ou telle condition, d'abonder comme ça. Enfin, il y a plein de solutions en fait qui peuvent émerger du terrain. Nous, avec les collectifs, on essaie aussi de les rassembler, de favoriser le partage d'expériences. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est en transorganisation. Mais voilà, je trouve que c'est une super illustration d'un sujet. Nous, on a un groupe de travail, les collectifs, sur ce sujet-là, mais aussi sur la mobilité, sur des manifestes pour engager en interne dans les entreprises. Et vous avez tous et toutes plein de super actions. Donc voilà, il faut y aller, quoi. C'est un sujet, puis on va se les prendre les uns après les autres. Laurent, une question que je me posais à l'instant. Est-ce qu'il existe des fonds qui sont 100% verts, qui sont déjà sur une trajectoire, qui respectent les engagements climatiques français et mondiaux de rester sous 1,5 degré à la fin du siècle? Est-ce que ça existe? Alors non, c'est toujours compliqué de faire le lien entre un simple fonds d'investissement et une trajectoire entre 1,5 degré. Il existe des labels relativement fiables, notamment un qui s'appelle Greenfin, qui est considéré comme propre, au sens large. En tout cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est que ce label, au moins, ne finance pas des activités vraiment incompatibles au possible à cet objectif 1,5 degré. Après de là, à ce que les activités financées contribuent à l'objectif de l'accord de Paris, ça ferait un raccourci de le dire, mais en tout cas, il existe des solutions, ça c'est clair, et on peut toujours les choisir. Il y a un enjeu aussi d'arriver à ce que l'argent vienne financer les entreprises qui se veulent en transition. Il y en a qui le sont pour de vrai, en tout cas ils ont la bonne volonté d'y parvenir. Je pense que même dans toutes les entreprises de l'ESS qui potentiellement peuvent avoir des activités carbonées ont clairement ambition de se décarboner complètement et ont besoin d'investissement pour ça. Et donc il ne s'agit pas uniquement d'aller financer des fermes de permaculture, mais aussi en plus des entreprises qui ont clairement cette trajectoire de progression. Et je vais conclure sur
comme ça une petite touche d'espoir. Et encore une fois, ce qui anime Reclaim Finance, là, on parle de 158 milliards d'euros. Tout le monde va se dire, ouais, c'est énorme. Sur les 158, Amundi en gère, je crois, 78 ou 80 milliards. Amundi, ils ont un portefeuille de 2000 milliards d'euros. Alors on va se dire, oula, mais en fait, du coup, ça sert à rien. Alors non. Parce que nous qui sommes en interaction quotidienne avec les acteurs financiers, on a des rendez-vous quasiment tous les jours, et moi c'est mon boulot au quotidien. J'ai vu le PDG de la Société Générale la semaine dernière et celui du Crédit Agricole. Ce qui est intéressant avec ce qui se passe là avec l'épargne salariale, c'est que le salarié, les dirigeants et donc des citoyens, quel que soit leur rôle dans l'entreprise, peuvent se réapproprier les règles qu'ils viennent imposer à des mastodontes de la finance que jusqu'à aujourd'hui on considère un peu comme notre planète qui contrôle le monde de manière omnisciente. Ces gens se pensent effectivement un peu de pouvoir omniscient au de leur tour à la défense, mais il s'avère que lorsque des règles sont établies par des citoyens en tant que clients, et quand même 150 milliards, ce n'est pas rien, eh bien, ça diffuse l'idée que, ah bah oui, il est possible d'avoir une politique d'investissement viable, responsable, parce qu'en face, nous, quand on discute avec eux quotidiennement, ils nous disent, oh, non, c'est trop compliqué, on va pas y arriver, puis les clients, ils n'en ont pas envie, ils préfèrent faire d'abord de l'argent. Donc déjà, montrer qu'à l'échelle des citoyens, et on a les organes pour ça avec l'épargne salariale, que oui, il y a une réelle volonté d'avoir un investissement responsable et que le profit maximal, c'est pas le mantra de tout le monde, eh bien, ça peut faire changer les consciences, ça peut faire changer les pratiques, même à l'échelle d'une entreprise globale et pas simplement sur le pouillem de portefeuille. La parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Une question, en tant que salarié ou en tant que dirigeant, où est-ce qu'on peut retrouver le manifeste? Et également, est-ce qu'on peut être accompagné en fait dans cette transformation-là? Est-ce qu'on peut avoir une analyse de nos fonds? Est-ce qu'on peut être accompagné dans la négociation avec notre gestionnaire d'actifs? Donc merci. Vous voulez poser la question à quelqu'un en particulier? Sans souci, répondre. Donc, pour répondre à ta question très pertinente, il y a un site internet qui s'appelle changedebanque.org, dans lequel il y a un volet sur l'épargne salariale, et dans lequel on retrouve le manifeste. Vous pouvez relire ce manifeste, le diffuser auprès de vos collègues, de vos partenaires commerciaux ou divers qui pourraient l'adopter, et vous le réapproprier à l'échelle de votre entreprise ou même de votre branche ou de votre secteur ou de votre bassin d'emploi, que sais-je. Et il y a un petit onglet ou une prise de contact où il est possible d'avoir quelques informations sur la manière d'interagir avec son gestionnaire d'actifs et de changer son plan d'épargne, etc. C'est-à-dire que si on fait la demande, moi je suis salarié voilà, d'une entreprise lambda, j'ai envie que mon entreprise change, je peux vous contacter et vous me donner des conseils directement, c'est ça qui se passe? Tout à fait. Sur ce site, il y a un petit contact, vous pouvez y aller. Voilà, petit guichet pour vous accompagner. Je voulais juste compléter parce que du coup, c'est aussi une question qui se pose beaucoup parmi les représentants du personnel chez Printemps écologique. Et donc, on va envoyer évidemment chez Reclaim Finance toutes les questions, mais il y a aussi une communauté qui se lance là-dessus. Et donc, c'est très intéressant d'avoir les retours d'expérience parce qu'en fait, c'est des petits pas, mais ça avance quand même. Et il y a des avancées qui sont faites dans les entreprises qui sont parfois encore pas trop visibles. Mais donc, du coup, il faut aussi profiter, se syndiquer et profiter du réseau et de la communauté qui avance sur ces sujets-là dans les CSE aussi. Côté les collectifs, donc, comme je l'avais dit, il y a plusieurs collectifs qui ont travaillé sur l'épargne salariale. Donc nous, en interne, enfin, en tant que salarié, si vous voulez créer un collectif en commençant par ça, ou si vous avez un collectif et que vous pensez que ça peut être une prochaine action qui est pertinente, nous, on va lancer en effet un groupe de travail sur l'épargne salariale. Il y aura une partie ouverte, puis il y aura une partie peut-être plus fermée parce que les discussions sont... Enfin voilà, pour aider sur des tactiques pour faire évoluer l'épargne salariale, et puis avec les compères autour de la table. Mais en tout cas, nous, on met en place des choses pour accompagner, pour monter le niveau de sensibilisation et pour échanger les bonnes pratiques pour les faire, encore une fois, cliquer ces décisions en interne dans les entreprises. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on va pouvoir conclure cette table ronde. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et tous les intervenants. Et merci au CJD de nous avoir accueillis dans ce beau lieu.